Dans les émissions précédentes, nous avons traité principalement de la dynamique interne de la planète, ce qu'on appelle la géodynamique interne. Nous nous sommes attachés à comprendre la nature de l'intérieur de la Terre, les grands mouvements qui affectent la sténosphère et la lithosphère, ainsi que les matériaux qui composent la planète, principalement la croûte terrestre. Aujourd'hui, c'est le début d'un bloc de 3 émissions qui vont traiter principalement de la partie superficielle de la planète, ce qu'on appelle la géodynamique externe. Nous allons voir successivement les continents, les océans et finalement les interactions entre la partie superficielle de la planète et l'atmosphère. Nous avons vu dans les émissions précédentes que la Terre est formée d'un certain nombre de couches sphériques qui se superposent. Noyau, manteau inférieur, manteau supérieur, asténosphère et lithosphère. Aujourd'hui, nous abordons l'étude des couches superficielles dont nous n'avons pas encore discuté. D'abord, hydrosphère et biosphère. Une des spécificités de la planète, c'est l'abondance à sa surface de cette molécule simple, H2O, l'eau, sous sa forme liquide. La seule autre planète à avoir de l'eau à sa surface, c'est Mars, mais l'eau y est sous sa forme solide. La biosphère est l'espace occupé par la vie, une autre caractéristique qu'on croit unique à la Terre. En gros, elle occupe le même espace que l'hydrosphère. Puis l'atmosphère, qui est une autre spécificité de la Terre à cause de sa composition d'oxygène et d'azote. Dans les 3 prochaines émissions, nous allons nous concentrer sur les interactions entre les 4 sphères, partie superficielle de la lithosphère, l'hydrosphère, la biosphère et l'atmosphère. On appelle souvent la Terre la planète bleue. Ce n'est pas pour rien. Les océans couvrent 71% de la surface de la planète. Aujourd'hui, avec les satellites, on a réussi à avoir une image relativement fiable des reliefs de la surface terrestre. Cette carte qui a été construite à partir des mesures satellitaires présente le relief de la planète. En rouge, les reliefs les plus hauts, en jaune, les zones intermédiaires et en vert, les parties basses des continents. Quant aux océans, elles vont du moins profond en bleu pâle au plus profond en bleu foncé. Cette coupe montre les points extrêmes du relief de la superficie de la lithosphère, ainsi que la proportion en surface entre continents et océans, 29% contre 71%. Le point le plus haut est le mont Everest dans l'Himalaya, près de 9000 mètres. Le point le plus profond dans l'océan, c'est la fosse des Mariannes, un peu plus de 11 000 mètres. On a donc un dénivelé total de 20 000 mètres, 20 kilomètres. Pour les besoins du découpage des émissions télévisées, nous allons d'abord commencer par l'étude des continents et dans la prochaine émission, nous verrons les océans. Et dans la 3e émission, nous allons regarder les grands cycles biogéochimiques qui régissent les échanges, les interactions entre continents, océans et atmosphère. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons traiter du modelage des surfaces continentales par l'eau, le vent et la glace, ainsi que l'évolution de ces surfaces. Nous l'avons dit, une des spécificités de la planète Terre, c'est l'eau. Nous avons tous appris à la petite école le cycle de l'eau. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'eau qui est évaporée de la surface des océans et des continents condense dans l'atmosphère et retombe éventuellement à la surface terrestre. Une partie des eaux est stockée sur les sommets les plus hauts et aux hautes latitudes sous forme de glace.
Nous verrons que ce volume d'eau stocké sous forme de glace a varié à travers les temps géologiques avec des implications bien concrètes. Une autre partie ruisselle à la surface alors qu'une autre s'infiltre dans les sols et la roche. Outre l'eau liquide, le paysage des continents est aussi modelé par deux autres agents, l'eau solide, la glace et le vent. Commençons notre étude par les eaux de ruissellement qui s'écoulent à la surface des continents. Les eaux de ruissellement sont en grande partie responsables de l'altération superficielle et de l'érosion des surfaces continentales. Rappelez-vous que dans la 5e émission, je vous ai dit que l'altération superficielle se faisait selon trois grands groupes de processus. D'abord, l'altération physique, mécanique, qui brise la roche, l'altération chimique qui se fait par l'intermédiaire des eaux de pluie et l'altération biologique qui se fait par l'intermédiaire de certains organismes qui ont la possibilité d'aller extraire des minéraux certains éléments dont ils ont besoin. Le modelé résultant de l'altération superficielle et de l'érosion est fonction de la nature des matériaux qui sont attaqués, c'est-à-dire les formations rocheuses. Voyons quelques exemples. Nous sommes toujours fascinés par ces paysages littéralement ciselés par l'eau, comme le superbe canyon Bryce dans l'Utah. La structure des formations rocheuses va contrôler l'érosion. Ainsi, l'érosion de couches sédimentaires non déformées, comme ici sur l'île d'Anticosti ou dans le parc du Monument national du Colorado, produit un paysage bien stratifié, très différent de ce paysage de montagne dans les Pyrénées où les roches sont plissées, faillées, fortement déformées, ou encore dans les Rocheuses canadiennes. L'érosion des terrains granitiques ou métamorphiques, où la roche est massive, produit un autre paysage très différent. On peut bien voir ici, dans le Grand Canyon du Colorado, la différence de réponse à l'érosion entre des terrains de roches sédimentaires bien stratifiés et en dessous des terrains de roches métamorphiques, très massives, dans lesquelles creuse la rivière. Certains paysages qui nous apparaissent comme des bizarreries de la nature ne sont en fait que l'expression de l'action combinée de l'érosion et du type de roche, comme par exemple ces buttes au pays des Navajos, essentiels à tout bon western, qui ne sont que des restants de l'érosion d'une couche sédimentaire horizontale qui était continue à l'origine. Il est intéressant de noter ici que ces buttes se trouvent présentement en pleine zone désertique où l'érosion par l'eau est insignifiante. Ce qui veut dire qu'autrefois, cette zone n'était pas désertique et qu'elle était soumise à l'érosion par l'eau. Ces O12 qui font figure de sentinelles protégeant la vallée sont le résultat de l'érosion de couches sédimentaires de dureté différente. La couche la plus dure forme aujourd'hui les chapeaux des sentinelles. Cette tourelle du canyon de Bryce, photographiée par tous les touristes, résulte de l'érosion et est vouée à s'écrouler, à moins que quelques directeurs de parc décident de la plastifier pour contrer l'érosion. Nos magnifiques pots de fleurs de Mingan ont été sculptés à même des couches calcaires horizontales. Ce piton représente en fait ce qui reste d'un volcan. C'est ce qu'on appelle un nec volcanique, le cou du volcan, c'est-à-dire la cheminée centrale formée de roches ignées très dures, plus dures que les roches environnantes, qui ont été plus facilement érodées. L'érosion différentielle qui se fait selon la composition et la structure des formations rocheuses permet, à l'aide de photographies aériennes, de mieux comprendre la géologie structurale et de dresser plus facilement des cartes géologiques. Voici une photographie aérienne d'une région des Appalaches. L'érosion différentielle a mis en évidence des crêtes de roches dures et des vallons de roches molles. Les couches de cette région sont très plissées, ce qui s'exprime par ces lacets qui correspondent aux crêtes de roches dures. C'est à partir de telles photographies que le géologue peut dresser une première ébauche de carte géologique qui guidera son travail d'observation sur le terrain. Le ruissellement des eaux de pluie se traduit par la formation de cours d'eau de toute taille qui vont aplanir les reliefs et conduire à la formation de ce qu'on appelle une pénéplaine.
Dans les terrains élevés, on sait que les cours d'eau vont d'abord être étroits et présenter des chutes, des cascades et des rapides. On dit que le relief est jeune. Avec le creusement des cours d'eau, les chutes et cascades vont progressivement s'aplanir, le gradient de pente s'amoindrir et les cours d'eau vont peu à peu élargir leur vallée. Ils vont produire de plus en plus de sédiments et développer un parcours méandrique pour finalement construire une plaine d'inondation. Cette dernière se construit par l'apport constant de sédiments issus de l'érosion en amont et par l'étalement dans les vallées de ces sédiments durant les périodes de débordement dus aux crues. Avec le temps, le cours d'eau va atteindre son profil d'équilibre et il va cesser de creuser. Voilà une notion importante que nous allons maintenant examiner. Un cours d'eau ne pourra jamais creuser plus profondément que la surface de la masse d'eau dans laquelle il se jette, que cette masse soit un autre cours d'eau plus important, un lac ou, en bout de ligne, la mer. C'est ce qu'on appelle le profil d'équilibre du cours d'eau. Chacun des cours d'eau ici a son propre profil d'équilibre. L'échelle verticale est fortement exagérée pour les besoins de l'illustration. En fait, à l'équilibre, le gradient de pente du cours d'eau est très faible. Si on change le niveau de base qui contrôle le profil d'équilibre du premier cours d'eau, en supprimant le lac numéro 1 par l'érosion naturelle ou du creusage anthropique, le cours d'eau va se remettre à creuser jusqu'à ce qu'il atteigne son nouveau profil d'équilibre. À nouveau, si on supprime le lac numéro 2, le cours d'eau s'ajustera à son nouveau profil d'équilibre qui, ultimement, devient l'océan. Ceci est expliqué de façon peut-être un peu simpliste, mais ce qui est à retenir finalement, c'est que tous les cours d'eau vont creuser jusqu'à temps qu'ils atteignent leur profil d'équilibre. Et le profil d'équilibre ultime, c'est le niveau marin, ce qui signifie que les continents devraient normalement s'aplanir jusqu'à atteindre ce niveau marin. C'est de la théorie. En pratique, dans la nature, cette situation est rarement atteinte, ne serait-ce qu'à cause de la tectonique des plaques. D'une manière pratico-pratique, vous voyez que la modification de cours d'eau ou de surface d'eau lors d'aménagement par du creusement, par exemple, peut avoir des conséquences sur le drainage entier de toute une région. Mais il y a aussi la situation inverse au creusement. Par exemple, la construction de barrages sur un cours d'eau peut avoir des conséquences plus étendues que la simple inondation d'une région par le lac de barrage. Le niveau du lac de barrage constitue un nouveau niveau de base pour les cours d'eau qui se jettent dans ce lac, un niveau plus élevé. On risque donc l'envasement du cours d'eau dû à l'ajustement à ce nouveau niveau et ultimement l'envasement du lac de barrage lui-même. Les changements du niveau de base peuvent se faire aussi à l'échelle planétaire. Nous savons qu'à travers les temps géologiques, les niveaux marins ont fluctué. Ces fluctuations sont dues à deux causes principalement. D'abord, bien sûr, le stockage de glace au pôle, mais aussi les changements de volume de l'océan reliés à la tectonique des plaques. Durant les grandes activités de tectonique, par exemple, les dorsales océaniques vont se gonfler et donc changer le volume des océans. Un abaissement du niveau des mers entraînera donc, pour les continents, un changement du profil d'équilibre de ces cours d'eau. Voyons à nouveau une série de petits schémas. Prenons cet exemple-ci où un continent, il serait plus juste de dire une portion de continent, a atteint sa maturité, c'est-à-dire qu'il a été érodé jusqu'à son niveau de base, disons le niveau marin. On appelle ce genre de terrain une pénéplaine. Supposons que le niveau de base soit abaissé, disons une chute du niveau marin durant une période glaciaire. Le cycle est remis à zéro. L'érosion reprend ses droits et les reliefs seront rajeunis. Peu à peu, les reliefs seront à nouveau aplanis et la région rejoindra son nouveau niveau de base. Une tranche de la croûte continentale aura été enlevée, ce qui aura donc aminci cette dernière. Nous reviendrons dans quelques minutes sur ce dernier aspect de l'amincissement de la croûte continentale. Voilà comment les eaux de ruissellement, c'est-à-dire les eaux sous leur forme liquide, modèlent la surface des continents. Au début de l'émission, on a dit qu'il y avait aussi d'autres agents qui pouvaient modeler la surface des continents, entre autres l'eau solide, la glace.
C'est peut-être là un des aspects qui est moins connu et que nous allons maintenant explorer. Je ne vous apprends rien en vous disant que lorsque les températures se situent sous les 0 degrés Celsius, les précipitations se font sous forme de neige. Cette neige s'accumule, se compacte, elle recristallise et finalement, elle se transforme en glace sous la couverture neigeuse. Dans les zones où les températures se situent à l'année longue sous les 0 degrés Celsius, il va se former de grandes accumulations de glace. On reconnaît deux types de ces grandes accumulations. D'abord, les grands champs de glace que l'on retrouve au pôle, qu'on appelle les calottes glaciaires ou les inlandices, et les glaces qui s'accumulent dans les hautes montagnes, qu'on appelle les glaciers alpins. Aujourd'hui, nous avons deux calottes glaciaires, la calotte de l'Antarctique et la calotte du Groenland. Les glaces couvrent présentement à peu près 10 % des surfaces continentales. La calotte de l'Antarctique est la plus grande et la plus épaisse. Elle couvre pratiquement tout le continent antarctique. Les forages faits à travers ces glaces par les Soviétiques, les Américains et les Français au site de Vostok, Bird et Dome C depuis 1968 ont permis de connaître l'épaisseur de la glace, comme le montrent ici les courbes d'épaisseur. À son centre, elle atteint une épaisseur de 4000 mètres, 4 kilomètres. C'est une énorme quantité de glace. En 1988, les forages soviétiques à Vostok ont montré que les derniers 2000 mètres avaient mis 150 000 ans à s'accumuler, soit un taux d'accumulation annuel de glace de 1,3 cm. Évidemment, cette glace s'écoule très lentement du centre du continent antarctique vers ses marges. L'autre calotte glaciaire, celle du Groenland, est un peu plus mince, 3000 mètres au centre. Des forages complétés en 1992 par un consortium de 8 pays européens ont montré qu'il a fallu 250 000 ans pour accumuler ces 3000 mètres, soit un taux d'accumulation semblable à celui de l'Antarctique de 1,2 cm par année. Cette masse de glace crée une surcharge énorme sur la croûte continentale. Compte tenu que la densité de la glace est 3 fois moindre que celle de la roche de la croûte terrestre, en simplifiant, on peut dire que d'ajouter 3000 mètres de glace sur le continent équivaut à ajouter 1000 mètres de roche. La lithosphère flotte sur la sténosphère, ce qui fait qu'en ajoutant cette surcharge, qui d'ailleurs s'ajoute de façon très rapide en un court laps de temps, donc, en ajoutant cette surcharge, il va se faire un enfoncement, une déprime de la croûte terrestre. C'est là un point important sur lequel je vais revenir. La seconde zone où s'accumule de la glace, c'est dans les hautes montagnes, dans la zone que l'on appelle la zone des neiges éternelles. Nous référons à ce type de glaciation comme les glaciers alpins, parce que c'est dans les Alpes que ce genre de glacier a d'abord été étudié et décrit. On utilise aussi d'autres termes comme glacier de montagne ou glacier de vallée qui réfèrent à la même réalité. Dans tous les secteurs montagneux au-dessus de la limite des neiges persistantes, l'eau va s'accumuler sous forme de neige puis se compacter en glace. Mais on ne va pas accumuler indéfiniment de la glace, puisque les zones d'accumulation ne sont pas confinées, comme sur ce schéma. La glace va s'écouler. Il peut paraître difficile de concevoir que la glace s'écoule, mais si on fait intervenir le facteur temps, la glace se comporte comme un matériau plastique, ou tout au moins semi-plastique. Le poids du matériel à la zone d'accumulation va initier, puis ensuite conduire l'écoulement de la glace en poussant sur toute la masse qui s'écoule. Évidemment, cet écoulement est lent. On cite les chiffres de 180 mètres par année pour les plus grands glaciers des Alpes et de 90 à 150 mètres par année pour des glaciers plus petits. Voici une bonne illustration des diverses parties d'un petit glacier alpin. On y voit bien la zone d'accumulation, plus blanche, la zone d'écoulement avec de nombreuses crevasses produites par l'écoulement et le front du glacier.
Le glacier s'étendra sur une certaine distance. À une certaine altitude, les températures moyennes plus basses feront qu'il y aura fonte et évaporation au front du glacier. Si les températures annuelles moyennes et le taux de précipitation demeurent assez constants pour une période de temps suffisamment longue, disons des centaines d'années, il s'établira un certain équilibre entre l'alimentation, la vitesse d'écoulement, la fonte et l'évaporation au front, ce qui fait que le front du glacier demeurera stationnaire. Sur le glacier et au front du glacier, la fonte de la glace produit des eaux de circulation qui vont distribuer et remobiliser les sédiments et former à l'avant du glacier une plaine d'épandage, comme celle que nous voyons ici dans une vallée des Rocheuses canadiennes. L'écoulement lent et continu de toute cette glace va produire de l'érosion. L'épaisseur d'un glacier se mesure généralement en plusieurs dizaines de mètres et parfois même en quelques centaines de mètres. C'est une masse imposante qui va agir sur la roche de fond comme un bulldozer. Prenons comme exemple une région montagneuse qui a été sculptée par les eaux de ruissellement. Les vallées creusées par les cours d'eau ont généralement un profil qu'on dit en V, comme le montre cette photographie du canyon de Yellowstone. Supposons qu'à la faveur d'un refroidissement climatique, il se développe dans cette région un système de glaciers alpins. La glace va s'écouler dans le sens des flèches et va accentuer le creusement des vallées. Ce creusement n'est pas instantané, mais se fait progressivement à mesure de l'écoulement sur de longues périodes de temps. Progressivement, donc, vont se creuser des vallées qui pourront atteindre des centaines de mètres de profondeur. Ces vallées auront un profil bien caractéristique en U. On parle souvent aussi de vallées en auge. On a ici un bel exemple de vallée en auge dans les Rocheuses canadiennes. Le paysage aura des formes caractéristiques avec des pics, des arêtes et de grandes cuvettes qu'on appelle des cirques glaciaires. En voici quelques illustrations qui caractérisent bien le paysage glaciaire alpin. Le cirque glaciaire correspond à la zone d'accumulation d'un glacier. C'est toute la masse de la glace qui, au point de départ de l'écoulement, a creusé cette cuvette. On y voit aussi de grandes aiguilles avec des arêtes et des vallées suspendues, elles aussi en auge, s'ouvrant dans les parois verticales d'une vallée en U et donnant naissance à des chutes d'eau comme ici au centre de la photo. Comme les glaciers grattent, creusent, ils vont donc produire des sédiments. On va appeler du nom très général de moraines tous ces sédiments qui ont été produits par le rabotage des glaciers sur la roche de fond. On parle de moraines frontales pour ces dépôts qui se situent au front du glacier. On parle de moraines de fond pour les dépôts qui sont sous la glace. Et on parle de moraines latérales pour les dépôts qui ont été causés par le grattage des flancs de la vallée par le glacier. Avec un réchauffement du climat, l'équilibre qui existait entre l'accumulation, l'écoulement et la fonte au front du glacier sera rompu. Il s'ensuit le retrait du front du glacier. Les dépôts issus du bulldozage au front et sous le glacier vont être laissés sur place. Ce sont les moraines frontales et de fond. Les dépôts des bords latéraux du glacier vont laisser des moraines latérales qu'on voit bien ici sur cette photo. La fonte du glacier amène passablement d'eau de ruissellement qui vont construire la plaine d'épandage. On aura un cortège de dépôts qu'on dit fluvio-glaciaires. On obtiendra par exemple de grands lacets de sable et de gravier. Ce sont des esquerres. Ces sables et graviers se trouvaient sur le lit du cours d'eau qui s'écoulait dans des tunnels à l'intérieur du glacier. Les keims sont des petites buttes de sédiments qui proviennent d'accumulations dans ou à l'intérieur du glacier et qui, avec la fonte, sont laissés sur place. Les drumlins sont des buttes étirées, possiblement formées par l'étalement de keims par le glacier.
Les kettles sont des lacs qui sont formés par l'effondrement du terrain à la suite de la fonte de masses de glace qui étaient coincées dans le sédiment. Tous ces dépôts forment un paysage caractéristique, diagnostique d'une région qui a subi la glaciation. Pour illustrer l'action de la glace sur un continent, nous allons voir quelles ont été, pour notre coin de pays, les conséquences de la dernière grande glaciation. Présentement, il n'y a pas de glace persistante sur le continent nord-américain. La seule calotte glaciaire de l'hémisphère nord se situe au Groenland. Au total, on évalue qu'actuellement, les 2 calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique couvrent environ 10 de la superficie des masses continentales. Mais il n'en était pas ainsi durant les 2 derniers millions d'années, durant lesquelles la Terre a connu une longue période où se sont développées de grandes calottes glaciaires polaires qu'on appelle le grand âge glaciaire. On a évalué que la glace couvrait pas moins que 30 de la superficie des continents. En fait, ce grand âge glaciaire n'a pas tout le temps été froid. Il y a eu des périodes très froides où la calotte nordique a pris de l'ampleur. Ce sont des périodes d'englaciation. Et il y a eu des périodes plus chaudes où le front du glacier a retraité. Ce sont les périodes interglaciaires. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le grand âge glaciaire, mais dans un stade interglaciaire. Durant ce grand âge, qu'on appelle aussi la grande glaciation pléistocène, une grande partie de l'Amérique du Nord a été périodiquement recouverte par une immense calotte glaciaire qui, à certaines époques, s'est étendue jusqu'au sud des grands lacs actuels. Les géologues nord-américains ont donné des noms à chacun des stades d'englaciation et d'interglaciaire sur notre continent. Les Européens ont aussi leur nomenclature qui diffère de la nôtre pour le continent eurasien. Cependant, il faut voir qu'au-delà des noms, on parle des mêmes événements géologiques qui ont agi à l'échelle planétaire. Cette grande période de froid a débuté il y a quelques 2 millions d'années, à la fin de l'époque Pliocène, et a couvert toute l'époque Pléistocène. Aujourd'hui, certains disent que nous sommes en période post-glaciaire, d'autres disent en période interglaciaire. Nous allons nous concentrer sur la dernière période d'englaciation, la toute récente période wisconsinienne, qui s'est étendue de moins 75 000 ans à moins 10 000 ans. Comme je l'ai mentionné, la glace a recouvert une grande partie de l'Amérique du Nord durant le grand âge glaciaire. Le trait rouge indique son maximum d'extension. Au Wisconsinien, donc, la grande calotte glaciaire se divisait en 3 grands inlandices. Le plus grand, l'inlandice laurentidien, l'inlandice de la Cordillère à l'ouest, puis les inlandices du Groenland et inuitiens au nord. On a évalué des épaisseurs de glace jusqu'à 5000 mètres, 5 kilomètres, à la hauteur de la baie d'Hudson, par exemple. Cette masse de glace a constitué un stockage des eaux terrestres très important, au point que le niveau marin s'est abaissé jusqu'à moins 135 mètres par rapport au niveau marin actuel. De plus, évidemment, la croûte continentale a subi une surcharge très importante. Quand on parle d'histoire géologique, on parle en millions et même parfois en milliards d'années. Les Grands Lacs canadiens, la mer de Champlain, le fleuve Saint-Laurent, ce n'est peut-être pas des structures qui sont si vieilles. Nous allons donc faire cette histoire, mais avant, pour mieux comprendre, je dois vous expliquer sur quelle sorte d'évidence les géologues se basent pour retracer cette histoire. On a vu que les glaciers laissent des dépôts sédimentaires reliés au bulldozage de la glace, comme les moraines frontales qui deviennent de bons indicateurs de la position du front du glacier. Par conséquent, avec de bonnes datations de ces moraines, on peut retracer les mouvements d'un front glaciaire. Par ailleurs, on sait que la charge du glacier déprime la croûte terrestre. Lors de la fonte, la remontée du terrain par rééquilibrage isostatique n'est pas instantanée, mais se fait graduellement, laissant une dépression à l'avant du glacier où viennent s'accumuler les eaux de fonte. Il se forment des lacs proglaciaires, en bordure desquels vont se déposer des matériaux lacustres. Ces dépôts sédimentaires, sable, gravier, boue, contribuent aussi à retracer l'histoire des mouvements du front glaciaire
pour peu qu'ils soient bien datés. C'est grâce à ces vestiges qu'on a pu retracer le retrait du front glaciaire de l'inlandis laurentidien durant le Wisconsinien, retrait qui est exprimé sur cette carte. Les lignes foncées marquent la position du front glaciaire et les chiffres associés indiquent les âges en milliers d'années. Le front glaciaire a commencé son retrait il y a 14 000 ans et le glacier était à toute fin pratique disparu il y a 6 000 ans. Voyons maintenant d'un peu plus près ce qui s'est passé dans notre coin de pays durant ces 12 derniers milliers d'années. La série de cartes qui va suivre relate cette histoire. Un mot d'abord sur la manière de lire ces cartes. On a indiqué comme point de repère, en trait gris sur la carte, le contour actuel de la baie James au nord, celui des Grands Lacs au centre, ainsi que celui du fleuve Saint-Laurent, du lac Champlain et du lac Saint-Jean à droite. En blanc, c'est l'Atlas, en bleu, les lacs proglaciaires. Les flèches bleues indiquent le sens de l'écoulement de l'Atlas et les flèches rouges, le sens du drainage des eaux de surface. Il y a 12 000 ans, donc, le front glaciaire avait amorcé son retrait, même si localement, il y avait encore quelques avancées mineures. De grands lacs proglaciaires s'étaient formés dans les dépressions laissées par la fonte du front glaciaire. Je vous rappelle que c'est grâce aux dépôts lacustres bien datés qu'on est en mesure de reconnaître qu'il y a eu ces lacs. Les géologues les ont nommés. Le grand lac Agassiz, un lac aujourd'hui disparu qu'on a baptisé du nom d'un grand géologue qui a énormément contribué à notre compréhension des phénomènes glaciaires, puis le lac Algonquin et les embryons des lacs Ontario et Erie. Tout le drainage se fait vers le centre du continent, c'est-à-dire vers le Mississippi. Ce qui est aujourd'hui la vallée du Saint-Laurent demeurait toujours recouvert de glace. À peine 200 ans plus tard, les lacs Agassiz et Algonquin sont toujours bien individualisés, malgré un avancé au front sud-ouest. Une situation nouvelle apparaît à l'est. Le front de glace a retraité au nord de ce qui est aujourd'hui la vallée du Saint-Laurent. La dépression au front de la glace se trouve sous le niveau de la mer et est par conséquent envahie par les eaux salées marines. C'est la naissance d'une mer dont vous avez tous entendu parler, la mer de Champlain. Pour la première fois, une partie du drainage se fait vers l'est, c'est-à-dire vers la mer de Champlain. Cette mer atteignait une centaine de kilomètres de largeur à son maximum dans ce qui est aujourd'hui la plaine de Montréal. Elle s'étendait jusqu'à la vallée des Outaouais, de laquelle partaient 2 bras d'eau douce. Plus à l'est s'étendait vers le nord un golfe d'eau salée, le golfe de Laflamme, dans ce qui est aujourd'hui la vallée du Saguenay et le lac Saint-Jean. Il y a 9000 ans, le front de glace se trouvait passablement plus au nord. Les grands lacs commencent à s'individualiser. Le lac Agassiz est toujours présent et il se forme un grand lac aujourd'hui disparu, le lac Ojibway. La croûte continentale se réajuste en remontant et la mer de Champlain commence à retraiter. Il y a 7800 ans, le front est encore plus au nord et la remontée de la croûte a pratiquement chassé la mer de Champlain et le golfe de Laflamme. Il ne reste qu'un cours d'eau qui assure le drainage vers l'est, c'est le fleuve Saint-Laurent, avec un grand lac, le lac Lamsilis, qui est l'ancêtre du lac Saint-Pierre. À l'ouest, le lac Agassiz est asséché. Il nous est connu aujourd'hui par les dépôts qu'il a laissés. L'eau salée marine entre par le nord pour envahir une dépression sous le niveau de la mer et former ce qu'on appelle la mer de Tyrrell, l'ancêtre de la baie du Tson. Il y a 6000 ans, la glace est loin de nos régions. Les grands lacs occupent leur position actuelle et le drainage se fait comme aujourd'hui, en partie vers le sud et en partie vers le Saint-Laurent. Vous voyez que la géographie actuelle n'a été formée que tout récemment. La mer de Champlain, le fleuve Saint-Laurent sont des structures qui sont jeunes, géologiquement parlant, bien sûr. Cette englaciation du Wisconsinien a laissé sa marque sur notre paysage géologique. Je vous ai dit qu'une des conséquences du développement d'une masse de glace sur la croûte continentale a été d'affaisser cette croûte. Une fois la glace disparue, cette croûte va se réajuster, c'est ce qu'on appelle une remontée isostatique. Bien sûr, cette remontée isostatique, elle est
plus rapide immédiatement après la fonte de la glace, mais elle se poursuit toujours présentement. Voici une carte qui illustre les taux de remontée isostatiques actuels sur le bouclier canadien et dans la vallée du Saint-Laurent. Ces taux sont indiqués en millimètres par année. Au centre du bouclier canadien, on a des taux qui atteignent les 10 mm annuellement, soit 1 cm. À l'autre extrême, s'il y a remontée sur l'ensemble du bouclier, il y a en réaction un enfoncement au pourtour avec des valeurs de moins 2 mm par année. Au niveau de la vallée du Saint-Laurent, le taux de remontée est de 2 mm par an. Ce qui signifie que si le mouvement se poursuit, nos terres auront remonté de 2 cm dans 10 ans et de 20 cm dans 100 ans. À moins que d'ici là, le niveau marin monte de 1 mètre, comme le prévoient les experts, et à ce moment-là, nous serons perdants. Nous venons donc de voir que les glaces peuvent devenir un élément très important dans le modelage des surfaces continentales. Nous verrons dans les dernières émissions que de grandes glaciations, comme celle dont on vient de parler, ont existé aussi durant les temps géologiques. Outre l'eau sous sa forme liquide et solide, il y a aussi un autre agent important dans le modelage des surfaces continentales, c'est le vent. C'est ce dont maintenant nous allons discuter. Il est bien évident que le vent est un médium d'érosion et de transport moins efficace que l'eau. Les déserts sont les lieux continentaux privilégiés où domine l'action du vent. Les déserts se définissent comme une zone de très faible précipitation, en fait moins de 20 cm par année. Aujourd'hui, ils couvrent environ 30 des surfaces continentales. Les déserts ne sont pas distribués au hasard à la surface de la planète. Ils se concentrent autour des latitudes 30 degrés nord et 30 degrés sud. Les deux pôles se situent aussi en zone désertique avec des précipitations bien inférieures à 20 cm par année. On peut se demander pourquoi cette répartition et comment se forment les déserts à la surface de la planète. Pour répondre à cette question, il nous faut maintenant examiner la circulation atmosphérique. Nous savons que les températures les plus chaudes se situent à l'équateur et que l'air chaud a tendance à monter. Il se crée donc à l'équateur un flux d'air ascendant qui crée une zone de basse pression, le creux équatorial. Puis de part et d'autre, des cellules de convection, les cellules atmosphériques tropicales. Cet air ascendant, il est très humide, c'est-à-dire chargé d'eau. Lorsqu'elle arrive dans la haute atmosphère froide, l'eau condense et forme les nuages et pluies de la zone équatoriale. L'air se débarrasse donc de son humidité, il s'assèche. Cet air sec redescend au niveau des latitudes de 30 degrés pour former une zone de haute pression qui engendre d'autres cellules atmosphériques, les cellules tempérées, qui vont à leur tour créer, autour des latitudes de 60 degrés, des courants ascendants. Plus vers les pôles, les cellules polaires vont ramener dans les cercles polaires de l'air sec. Il en résulte que les régions qui se situent à hauteur des latitudes 30 et 90 degrés, dans les deux hémisphères, seront balayées par de l'air sec. C'est pourquoi on retrouve les grandes zones désertiques, non pas à l'équateur comme on pourrait le penser, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait le plus chaud, mais autour des latitudes de 30 degrés. Comme le plus grand désert, le Sahara, et des déserts moins impressionnants, mais tout aussi secs, comme celui de l'Arizona, ou dans l'hémisphère sud, le grand désert de sable de l'Australie. Il peut sembler paradoxal de qualifier les cercles polaires de déserts, mais effectivement, même s'il y fait froid, ce sont des déserts. L'image qu'on se fait normalement du désert, ce sont ces grandes dunes de sable. Bien sûr, elles existent, mais il y a d'autres éléments qui constituent le paysage désertique. Il y a aussi le désert de roches. Peu de gens réalisent que, par exemple, le Grand Canyon du Colorado se situe dans le désert de l'Arizona. Vous descendrez jusqu'au fond du canyon, au bout de ce sentier, et vous verrez qu'il s'agit vraiment de conditions désertiques. Plein soleil, 45 degrés Celsius, avec un taux d'humidité de moins de 20 %.
Cette image provient du Sahara, où on voit 4 des éléments importants du désert. Les formations rocheuses à gauche, le sable des dunes à l'arrière-plan, la plaine rocailleuse en avant-plan, et en prime, une oasis, une des belles oasis du Sahara ouest algérien, Tarit, là où Paul Bowles a écrit et situé l'action d'un thé au Sahara. Si le vent peut agir efficacement pour éroder et transporter les particules, c'est qu'il n'y a ni humidité ni végétation pour stabiliser ces particules. Le vent va donc balayer la surface du sol et va donc arracher des particules à ce sol. Les particules seront transportées selon 3 modes. Certaines seront roulées sur la surface, mais la plupart des sables se déplaceront par bonds successifs, ce qu'on appelle un transport par saltation. Les particules les plus fines seront mises en suspension et transportées sur de très grandes distances jusqu'au-dessus des océans, par exemple. C'est ce qu'on appelle des leuses. Cette plaine rocailleuse qui forme ce qu'on appelle un pavage de désert, un reg en termes sahariens, se forme par la concentration des plus grosses particules que ne peut transporter le vent. Voici comment se forme un reg. Le vent entraîne les particules de la taille des sables, mais n'a pas l'énergie nécessaire pour soulever ou rouler les plus grosses particules. Ainsi, les plus grosses particules vont se concentrer progressivement à mesure de l'ablation des sables pour former finalement une sorte de pavage sur lequel les véhicules peuvent rouler à des vitesses surprenantes jusqu'à 100 km/h. Et plus, on n'a qu'à penser à ce fameux Paris-Dakar. Ces sables arrachés de la plaine s'accumulent en dunes qui, sous l'action continue du vent, migrent latéralement pour former des champs de dunes. Ils forment d'abord des dunes plus ou moins isolées, puis des amoncellements constitués de dunes superposées atteignant des épaisseurs de plusieurs mètres ou dizaines de mètres, et finalement, ces mers de sable à perte de vue sur des centaines de kilomètres qu'on appelle au Sahara l'ergue, en opposition aux règles dont je viens de vous décrire la formation. L'action abrasive et érosive du vent fera évoluer le paysage du désert de roche au désert de sable. Elle aura un effet destructeur sur les massifs de roche qui vont progressivement diminuer de volume et céder la place au sable, comme le montrent ces photos, où on passe du désert de roche au désert dominé par les sables. Voilà une question intrigante. Combien de temps faut-il pour aplanir une montagne ou une chaîne de montagnes? Nous avons vu que les processus de l'érosion vont aplanir les continents jusqu'à ce qu'ils atteignent théoriquement le niveau marin. Dans combien de temps une chaîne comme l'Himalaya ou les Alpes sera-t-elle transformée en pénéplaine? Partons d'une situation que nous connaissons bien, une masse continentale avec ses profondes racines dans la croûte continentale. Un premier effet de l'érosion des continents sera d'amincir progressivement la croûte continentale. L'ablation d'une tranche de matériaux à la surface d'un continent va évidemment amener l'addition de matériel sédimentaire sur la croûte océanique adjacente. Mais il y a aussi un autre effet. À cause du principe d'isostasie, il va y avoir un réajustement qui va faire monter l'ensemble de la croûte continentale. De cette manière, la croûte va progressivement s'amincir. En contrepartie, la surcharge des sédiments en milieu océanique va créer un enfoncement, ce qu'on appelle de la subsidence. Ainsi, on va tendre vers la pénéplaine et vers une épaisseur de croûte continentale qui soit compatible avec l'épaisseur de la croûte océanique, eu égard aux densités respectives des deux croûtes. On peut se demander à quel rythme se fait cet aplanissement des chaînes de montagnes. La courbe suivante nous apporte une certaine réponse. À partir de l'étude comparative dans diverses chaînes de montagnes anciennes, des volumes de sédiments dans les bassins océaniques et des volumes restants des chaînes de montagnes, on en arrive à cette approximation. On présente ici sur l'axe vertical la hauteur de la chaîne en milliers de mètres et sur l'axe horizontal le temps en millions d'années.
On considère que l'érection de la chaîne ne dure par la tectonique des plaques que quelques millions d'années à peine. Comme on vient de le montrer, il y a deux paramètres antagonistes à considérer, l'érosion qui abaisse la chaîne et le réajustement isostatique qui la soulève. Dans les dernières phases de l'érection de la chaîne, on peut dire que le taux d'érosion est égal au taux de soulèvement. Et ici, on indique qu'une fois que la chaîne a atteint une élévation de 5000 mètres, on arrive à cet équilibre. L'érosion sera plus efficace sur des reliefs jeunes, accentués, que sur des reliefs plus vieux, aplanis. Il s'ensuit que le taux d'abaissement sera plus élevé au départ et qu'il décroîtra progressivement avec le temps. On considère qu'il faut une quinzaine de millions d'années pour que la chaîne soit abaissée de la moitié de sa hauteur initiale et qu'il faut encore un autre 15 millions d'années pour abaisser de moitié la moitié restante, soit d'en arriver à une élévation qui soit le quart de la hauteur initiale, 1250 mètres. Avec ce genre de progression, on estime à près d'une centaine de millions d'années le temps nécessaire pour atteindre le stade de pénéplaine. Mais attention, nous n'allons pas calculer l'âge d'une chaîne de montagne à partir de son élévation actuelle. La modélisation est beaucoup plus complexe. Dans la nature, il n'est pas évident que la chaîne va se rendre à son stade de pénéplaine. On connaît les mouvements des plaques qui, à tout stade de l'érosion, peuvent rajeunir les reliefs par des soulèvements locaux. Il n'en demeure pas moins que ce genre de généralisation offre des ordres de grandeur des phénomènes et qu'on peut offrir une amorce de réponse à l'inquiétude de Bob Dylan sur la durée de vie d'une montagne. Entre continent et océan, il y a le littoral. Ce littoral, c'est cette zone tampon où agissent deux grands ensembles de processus, les processus continentaux et les processus marins. Tous les matériaux qui ont été érodés des continents vont se retrouver sur ce littoral. Ils sont cependant en transit puisqu'ils vont ensuite être transportés vers la grande fosse qu'est l'océan. Il est bien certain qu'une partie du matériel sédimentaire qu'on retrouve au littoral provient de l'érosion des côtes. Mais en volume, le gros de ce matériel provient de l'érosion des surfaces continentales et est amené au littoral en des points bien spécifiques, les deltas, qui constituent la décharge des grands cours d'eau. Ces détritus sédimentaires sont redistribués le long du littoral par des courants littoraux. Une partie du matériel peut retourner au continent, arraché sur les plages par le vent et transporté pour former des dunes côtières. Mais le gros de ce matériel sera éventuellement apporté vers la haute mer de diverses façons, un sujet dont nous discuterons dans la prochaine émission. Mais revenons à nos deltas. Ceux-ci constituent des lieux d'accumulation sédimentaire impressionnants, tant en superficie qu'en épaisseur. Ils construisent de grandes plaines quelques dizaines de centimètres à quelques mètres au-dessus du niveau des mers. Ils constituent des écosystèmes très complexes et souvent très fragiles. Une grande tranche de la population mondiale vit sur les deltas. Voyons d'un peu plus près en quoi consiste cet appareil deltaïque. Cette vue en plan montre un grand cours d'eau qui vient se jeter en mer. Les sédiments dans le cours d'eau sont chenalisés, c'est-à-dire confinés au cours d'eau. Ils sont transportés souvent avec une vitesse assez importante. Lorsque la charge du cours d'eau arrive dans la mer, le courant perd son énergie et les sédiments se dispersent. Ils s'étalent sur une sorte de cône de forme triangulaire en plan, de là le terme de delta pour qualifier cette structure d'accumulation. Regardons les choses en coupe. Le cours d'eau apporte sa charge sédimentaire à la mer. La perte subite d'énergie entraîne un dépôt de la charge qui forme un premier lobe de sédiments. Progressivement, avec l'apport continu de matériel, le delta va avancer. On dit qu'il prograde. Il va empiler des quantités énormes de sédiments. Le delta du Mississippi, par exemple, a déposé 4000 mètres de sédiments durant le dernier million d'années, soit un taux d'accumulation de 4 mètres par 1000 ans, ce qui est énorme en temps géologique.
Il a avancé à la hauteur de Nouvelle-Orléans de près de 100 km en 5000 ans. L'avancée construit donc une vaste plaine qui se maintient à peu près à la hauteur du niveau marin, de là l'origine de ces marais qui, par exemple, caractérisent la plaine deltaïque de la Louisiane, les fameux bayous. Voici un exemple de plaine deltaïque sur la côte ouest australienne, à peine plus élevée que le niveau marin, avec les chenaux méandriques qui apportent et redistribuent les sédiments. C'est au front du delta que se déposent les sédiments plus grossiers, sables et graviers, amenés par le cours d'eau principal ou ses tributaires. On appelle ces sédiments la charge de fond, car ce sont les sédiments qui sont transportés sur le fond des cours d'eau. La charge de suspension, cette portion des sédiments qui est maintenue en suspension pour une certaine distance et qui se dépose un peu plus loin par décantation, vient former ce qu'on appelle le prodelta, c'est-à-dire en avant du delta. Ces sédiments fins sont gorgés d'eau et forment des pentes assez fortes. C'est là une situation propice au glissement de terrain sous-marin qui, entre autres, cause énormément de problèmes aux plateformes de forage pétrolier ancrées sur le delta du Mississippi. L'édifice deltaïque comptera 3 grandes zones: la plaine deltaïque, le front deltaïque et le prodelta. Ça fait quelques fois que je vous cite en exemple le delta du Mississippi. Bien, prenons-le comme exemple pour voir ce qu'est en réalité un delta. Le bassin de drainage du Mississippi est immense. En gros, il couvre tout le centre du continent nord-américain, au sud des Grands Lacs, entre à l'ouest la chaîne des Rocheuses et à l'est la chaîne des Appalaches. Tout le matériel érodé dans ce bassin se ramasse en un seul point, le delta du Mississippi, dans le golfe du Mexique. Ce système fonctionne depuis quelques millions d'années, pas surprenant que le delta ait accumulé des masses énormes de sédiments et qu'il ait construit une vaste plaine qui fait plus de 400 km de large sur quelques 200 km de long au sud de Bâton-Rouge. On estime que cette plaine forme 40 de la surface de tous les marais des États-Unis. En fait, ce delta a une histoire complexe. Il ne s'est pas formé en un seul lobe, comme le modèle simple que je vous ai expliqué. Il s'est formé par une succession de lobes qui ont changé de place au gré du changement de cours du Mississippi. Le lobe actuellement actif, c'est-à-dire là où se font les dépôts présentement, se trouve au sud-est de la ville de Nouvelle-Orléans. On l'appelle le birdfoot, la patte d'oiseau, en raison de sa forme. Mais le premier lobe s'est formé beaucoup plus à l'ouest. Le second lobe s'est formé à l'est du premier, et ainsi de suite pour les autres lobes jusqu'au septième, le lobe présentement actif. On a donc obtenu une structure complexe dans laquelle les lobes se superposent et s'entrecoupent. Si on connaît si bien cette histoire, c'est pour des raisons bien pratiques. Le delta contient plusieurs champs de pétrole et les géologues avaient besoin de bien connaître son histoire pour définir leur stratégie d'exploration. Une bonne partie des sédiments déposés sur les deltas est redistribuée le long du littoral. Cette redistribution se fait par des courants littoraux qui sont des courants parallèles à la côte. Les vagues engendrées en mer par le vent sont responsables de la création de ces courants. En effet, lorsqu'elles frappent le rivage avec un certain angle, ce qui est le plus souvent le cas, elles empilent l'eau qui devra donc se déplacer dans le même sens que la propagation de la vague, mais parallèlement au rivage. Ces courants littoraux transportent continuellement les sables de la plage. Pour une région donnée, disons un tronçon de plage, il peut s'établir sur une période de temps assez long un certain équilibre dans le transport littoral. Il va entrer autant de sédiments qu'il en sort. Cet état d'équilibre se maintiendra aussi longtemps qu'on ne modifiera pas les conditions. Bien sûr, ces conditions peuvent être modifiées par la nature elle-même, mais bien souvent, elles le sont de façon anthropique. L'aménagement du territoire côtier ne doit pas être fait à la légère. 2 petits exemples pour vous illustrer la chose. L'installation d'une jetée, par exemple, par quelqu'un qui souhaite protéger son bout de plage des vagues, peut avoir des conséquences indésirées. Dans ce cas, il y avait un équilibre entre les entrées et les sorties de sable et surtout une certaine constance dans le transport littoral. La jetée vient bloquer le transport du sable et amène de l'accumulation en amont de la jetée.
Mais ce sable, il n'est plus apporté en aval de la jetée, créant ainsi un déficit et laissant libre cours à l'érosion. Un autre exemple semblable où la construction d'un brise-lames fait en sorte qu'à l'ombre du brise-lames, il n'y aura plus de vagues, donc plus de courant, plus de transport et de l'accumulation. Mais un peu plus loin, les vagues vont régénérer le courant qui se chargera de transporter la plage. Voilà, nous venons de voir l'évolution des surfaces continentales sous l'action de l'eau, de la glace et du vent, ainsi que le littoral, cette zone tampon qui se situe entre continent et océan. La semaine prochaine, nous attaquons le sujet des océans. Nous reviendrons sur la topographie des fonds océaniques et nous porterons notre attention sur les matériaux des océans, en particulier ces matériaux qui sont produits par la vie qui y prolifère. Nous étudierons aussi un sujet important qui est la circulation océanique. D'ici là, je vous invite à consulter le site Internet, comme à l'habitude. Vous y trouverez un traitement plus en profondeur de ce que nous avons vu aujourd'hui et vous y trouverez aussi des compléments, entre autres un historique sur les forages dans les calottes glaciaires. À la prochaine.